Bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir. Alors, je dois avouer que quand j'ai entendu votre voix au téléphone vendredi matin, au début, j'ai cru que c'était comme l'émission était la veille. J'ai cru que c'est un de mes amis cinéphiles qui me faisait une blague. Et quand j'ai entendu oui, c'est Monsieur Moncorgé, je me suis dit oh, c'est vrai évidemment. La voix ressemble un petit peu. Vous ressemblez légèrement quand même également. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais je suis très très content que vous soyez là. Je suis content que vous soyez là parce que je voudrais qu'on évoque quelque chose dont j'ai pas vraiment bien parlé mercredi. Et j'aimerais beaucoup que les gens qui ont entre 15 et 24 ans, voire plus, y aillent. C'est ce fameux musée qui est dédié à votre papa, à Mériel. Mais juste avant qu'on en parle, vous êtes ici parce que vous êtes, je ne vais pas dire fan de chevaux, mais vous, c'est pas du tout le cinéma dans lequel vous êtes entreprise, c'est les chevaux. Ah oui, oui, non, c'est pas du tout pour le cinéma que je suis là. Oui, pas du, et parce que vous êtes là pour une course, c'est ça? Il y a des courses en ce moment? Oui, 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 il y avait le grand week-end de Vincennes, et donc il y avait des courses samedi, dimanche, donc aujourd'hui lundi, et demain où j'ai encore un cheval qui court. Parce qu'on en a parlé un petit peu là, on bavarde un petit peu hors antenne depuis tout à l'heure, mais comment vous avez démarré là-dedans dans le... Bah dans les chevaux. Bah par papa. Voilà, c'est ça. Oui, bah oui. Parce que de toute façon, on est tous. Il nous a tous donné la passion, parce que comment lui, en fait, c'est très long, hein, enfin très long. Mais c'est son père qui lui avait dit un jour, si tu réussis, si tu as un peu d'argent, ce qui serait extraordinaire, c'est d'avoir des chevaux de course. Et il a jamais oublié ça. Il a mis ça un jour dans sa tête, dans un petit coin, et puis comme papa a toujours pensé que le cinéma ne durerait pas, d'avoir une propriété et d'avoir des vaches, de la terre, et puis ça, après il y a eu quelque les chose de chevaux. vrai, c'était consistant. Ah bah Le bien sûr, cinéma, bien c'était sûr. du- De toute façon, enfin, je pense que les gens savent, ou s'ils ont lu et écouté les émissions, papa était persuadé que de toute façon ça ne durerait pas longtemps, le cinéma. Parce C'était que, pas un métier en plus. parce que juste avant que vous veniez au monde, qui rencontre votre maman, même pendant ce moment-là, il y a eu une petite période un petit peu compliquée quand il est revenu de la guerre. Bien sûr. Entre 45 bien et sûr. 55, juste avant le Grisby, justement, mais s'il a fait quand même des super chefs-d'œuvre. Je pense à La Nuit et mon royaume, je pense à Des gens sans importance, je pense à... Mais il y a- même avant la guerre, quand il avait tourné tous les classiques qu'on connaît, il avait déjà acheté une propriété. Déjà à l'époque? Ah oui, oui, oui. Ça, je ne savais pas. Ouais, Je viens d'apprendre ça. Oui, oui, il avait acheté une propriété à côté de Dreux, à D'accord. Saint-Gemme, Ah oui. à côté de Dreux, une ferme avec des terres Parce que c'est qu'il une a passion, vendues après. c'est une passion qui Mais- lui vient de l'enfance, de Mériel, parce que Alors oui, ouais, en fait, celui qui lui a donné cette passion de la terre, enfin cet amour de la terre, c'est pas une passion, c'est l'amour de la terre, et qui lui a fait comprendre que la vie c'était pas facile. C'est son beau-frère qui était le mari de sa sœur Madeleine, qui était ancien boxeur professionnel, qui D'accord. s'appelait Jean Poésie, D'accord. et qui a compté énormément pour lui dans sa vie, et qui lui a appris, en fait, Jean Poésie lui a appris la vie. Et il a été très... enfin, je veux dire, toute la vie de papa, il a toujours pensé à ce que lui avait dit Poésie. Et donc, d'avoir de la terre, c'était marrant parce que, bon, l'anecdote, un jour, il y a Fernandel qui dit à papa, il dit, mais tu devrais acheter de la pierre, tu devrais acheter des immeubles et tout. Et lui, il lui a rétorqué, il lui a dit, non, la pierre, ça s'écroule, mais pas la terre. Ah, La terre reste, mais pas la pierre. Et Donc, il a commencé avant la guerre. Après, il a vendu cette propriété parce que, en fait, si on lit le bouquin le livre de Brunelin, on apprendra que, en fait, Brunelin, cette ferme, qui a été son attaché de presse, et qui a écrit une biographie qui est considérée comme la biographie avec un grand L autour de votre papa. Et en fait, cette ferme qu'il avait achetée, elle a été réquisitionnée par les Allemands, et elle a été la commandanture, à un certain moment, des Allemands. D'accord. Et donc, mon père s'est battu pour la France. Il est revenu des États-Unis
Et il s'est battu pour son Oui, pays. il a refusé d'ailleurs de défiler avec le général Leclerc parce qu'il voulait pas du tout empiéter, il voulait pas il voulait pas mélanger les choses. Si j'ai bien, voilà. Oui. Et donc, étant donné que pour lui, sa maison a été souillée, elle avait été souillée puisque les Allemands l'avaient réquisitionnée, il a vendu la propriété. Et puis après, quand il a rencontré maman, là, ça a commencé. Tout a commencé. On est fin 40, début 50, et alors là, ce qui est assez... Tout a commencé. Sa deuxième vie, sa deuxième carrière, sa vraie vie. La vraie vie pour lui a commencé, puisqu'il rêvait d'avoir des enfants, c'est ce qu'il voulait depuis petit, et votre maman lui a permis d'en avoir. Et toutes les femmes qu'il a eues n'en voulaient pas. Ouais, Marlène Dietrich notamment, c'est une des raisons pour lesquelles il lui a plus jamais parlé. Vous l'avez eu au téléphone un jour, je crois que c'est vous qui lui avez dit non. Non, c'est pas moi. Non. Moi, je connaissais pas, je savais pas qui c'était, Marlène Dietrich. Sauf qu'elle a donné son nom, et j'ai dit à papa, qui était à côté, c'est une dame qui s'appelle Marlène Dietrich qui voudrait te parler. Et comme papa, à chaque fois, évidemment, alors je sais pas au micro, mais il a fait, tu diras que je suis pas là. Ah, elle l'a entendu. Bah oui. Oui, évidemment. Marlène Dietrich, qui est décédée au début des années 90, on a retrouvé énormément de souvenirs de votre père d'ailleurs chez elle, donc c'est une histoire qui l'a marqué profondément. Alors, oui, mais maman est arrivée. Ah bah oui. Et sublime, alors je veux pas, mais sublime, hein, une mannequin chez Lanvin, me semble-t-il d'ailleurs, et avec qui justement. Donc, et ce qui est assez dingue, c'est que, alors ce qu'il faut que j'explique bien aux auditeurs, aux gens qui nous regardent, c'est que vous avez découvert, qui nous écoutent, non ? Qui nous regardent plus. Aussi ? Ah, plus beaucoup. C'est pour ça que vous allez voir, on va lancer des petites scènes. C'est plus qui nous regardent. C'est que vous avez découvert. Le patrimoine culturel que vous a laissé votre père, qui nous a laissé à nous, et heureusement, à sa disparition. Parce qu'avant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Jean Gabin tournait, il y avait les tournages à Paris, il y avait la vie de famille, et dans la vie de famille, il fallait rentrer à telle heure, il fallait être rentré pour le repas, avec les enfants, et là, on laissait le cinéma au placard. Et là, du coup, vous êtes rencontrés Enfin, c'est beaucoup plus tard que vous êtes rendu compte de qui était votre père pour les gens. Bah oui. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai que jusqu'au décès de papa, on savait pas. Bon, on savait qu'il était acteur, mais ce qu'il représentait. Jamais vous regardiez de films quand il y avait des vieux films qui passaient à la télé, c'est quand même. Enfin, je pense à La Grande Illusion, La Bandera, Quai des Brumes. Si, on a vu deux, trois films, mais il était là. Mais bon, on n'était pas. Bon, je sais pas, Florence, je m'en rappelle pas, mais Florence, Valérie, mais bon, on regardait plus d'autres trucs. On a dû voir. Le seul souvenir que j'ai, c'est un jour, on a vu un film avec papa, ça devait être. Je sais plus si c'était Gueule d'amour ou... Gueule d'amour avec Madeleine Renaud, je crois, 1935. Non, Gueule d'amour, c'est avec Mireille Balin. Mireille Balin. Madeleine Renaud, c'est avec qui ? Madeleine Renaud, c'est... Maria Chapdelaine. Maria Chapdelaine. Voilà. Juste avant. Et non, alors, je sais plus si c'était Gueule d'amour ou La Bandera. Enfin bon, bref, le film est à la... Les deux finissent tragiquement, tous. Le film est à la télé, et puis on était tous assis, et puis d'un seul coup, il se lève, il se met devant la télé, il met les bras en croix pour plus qu'on voit, et il dit, dites-vous bien que votre père a fait autre chose que ça dans sa vie. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce que la copie était mauvaise ? Est-ce que... ou lui s'est trouvé mauvais, ou il trouvait ça mauvais, et vieillot, quoi, enfin démodé, quoi. C'est quand même incroyable, ça. Oui, mais c'est ce que je dis toujours. Alors, si on parle un petit peu de cinéma, moi, je crois que papa, même encore maintenant, il ne serait pas démodé. Non. Parce que papa, il regardait jamais ce qu'il avait fait. Il parlait de jamais. Alors, il parlait aussi des anecdotes, des trucs, bon, bien sûr, comme tout le monde, comme on est tous pareil. Mais pour son métier, je pense qu'il était toujours il voulait savoir, il voulait connaître, il était toujours en avance. Oui, il était précurseur, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, quand il a fait Le Jour se lève, c'est le premier film en France qui parle des flashbacks. Voilà, alors avec maman était toujours folle après le décès de papa, quand les gens de cinéma parlaient et quand on parlait de la nouvelle vague, papa il était fou d'entendre ça. Quand on parlait de la nouvelle vague, papa, je m'en rappelle ça à la maison, il était fou, il disait qu'est-ce que c'est la nouvelle vague, qu'est-ce que c'est ? Il dit mais moi là, quand j'ai tourné, je suis venu, le muet s'est arrêté, on a mis le parlant. C'est la nouvelle vague. Quand Le Jour se lève, c'est un film, c'est clairement une nouvelle vague, ça a inventé les flashbacks. Alors il dit qu'est-ce que ça veut dire ? Moi je suis acteur, ils ont qu'à m'appeler.
moi je suis à leur disposition. Et un jour, maman dit ça, on a eu la chance de rencontrer Claude Chabrol, et maman lui dit, mais Jean, vous savez, et il parlait comme ça, il disait, mais ils ont qu'à m'appeler et tout. Et là, il y a Chabrol qui s'effondre, on était à dame, et qui dit, attendez, madame Gamin, ne me dites pas ça. Alors, mais bien sûr que si, monsieur Chabrol. Mon mari, il attendait des coups de fil de ce que vous dites, vous, la nouvelle vague. Et là, il y a Chabrol qui dit, me dites pas ça, j'ai jamais osé l'appeler. Mais je sais pas si c'est une véritable occasion manquée pour nous cinéphiles, oui, mais en tout cas, bon. Mais papa, comme il disait, moi je suis acteur. À partir du moment où il y a une bonne histoire. C'est ça qui est important pour lui, c'est la bonne histoire. Et c'est qu'il faut dire aux étudiants en cinéma qui est nombreux à nous écouter, c'est une bonne histoire qu'il faut d'abord, avant, avec qui on joue, avant les costumes, avant c'est une bonne histoire, c'est ce qu'il disait toujours. Et c'est pour ça que justement, à partir de ce qu'on appelle, j'aime pas dire ça la seconde carrière, il n'y a qu'une carrière, mais en tout cas à partir de 1954, oui. Le choix était de... De toute façon, je pense que même avant-guerre, bon, il a eu ce truc. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il était, je sais pas. C'est très difficile de parler de temps en temps de papa parce que, bon, si je vous dis qu'il était doué, oui, bon, mais il a lu énormément, papa. Et donc, c'est bien. Il y a des films qu'il a fait. C'est lui qui a trouvé les histoires. Oui, il allait acheter. C'est ce qu'on raconte, on disait mercredi avec Vincent Fernandel, c'est qu'il achetait lui-même et ce qu'il a fait ensuite après. Il faut pas oublier que ses plus grands rôles, même d'après-guerre, ce sont des rôles d'essais Simenon. Le chat, les Maigret, c'est de la littérature. Donc il disait toujours, et il disait à Lino, il le disait, Laurent serait là, il disait à Lino, ce que j'ai peur dans l'avenir, c'est qu'on ne trouve plus de bonnes histoires. Il avait peur de ça, papa. Et pour le cinéma, pourtant, je pense qu'il y en a. Ah oui. Mais je veux pas dire, mais là maintenant en ce moment, ah ben non, on en a parlé hors antenne. Triste, hein. Moi, c'est très très triste. Il y a plus de Clan des Siciliens, il y a plus de Simenon, il y a plus du chat, il y a plus de Révoix Rouge. Quand on voit le cinéma, ah oui, bah c'est autre chose. C'est bien vide. Hein. Bah, quand on voit, c'est surtout qu'il y a des brumes carnées, dialogue de Prévert, forcément. On peut voilà. Ça, alors bon, alors à chaque fois, il y a plus de jardin. Bon, on parle de ça. Et j'en parle au musée parce qu'on parle avec des passionnés de mon père et des passionnés de cinéma. Et ils disent, vous vous rendez compte? Bon, alors, on va dire, peut-être il a eu la chance d'avoir ces époques-là. Mais quand il faisait des films, c'était des dialoguistes avant-guerre, Janson, Prévert, les plus grands. Et après-guerre, ça a été Audiard et Jardin. Et le dernier, pour moi, le dernier grand dialoguiste, c'est Dabadi. Ah oui, maintenant je sais, 1974, ouais, 2 ans avant sa disparition. On filme. Mais là, qu'est-ce qu'il y a Alors déjà, on ne trouve pas les histoires, mais en plus, il n'y a plus de dialoguistes. Parce que, excusez-moi, mais c'est triste. Hein. Bah, je suis d'accord. Hein. Vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi, je suis bien d'accord aussi. Hein. On va pas. Mais bon Dieu, merde, il doit y avoir des romans, enfin des histoires. On doit bien en trouver des bonnes histoires. Ouais, parce qu'on en trouvait avant. Mais oui, on en trouvait avant. Oui, mais c'est comme les gens qui me disaient au début que cette émission n'intéresserait pas les 15-24 ans parce qu'on parle d'un cinéma que les gens ne regardent plus. Et ce que je vois sur Twitter, c'est qu'il y a plein de gamins. Il y a plein de gamins de 16-17 ans qui ont vu La Bandera, qui ont vu La Grande Illusion, qui ont vu qu'il y a des brumes, qui vont le regarder. Donc, si on arrêtait de prendre le public pour des cons aussi, peut-être que ça irait. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Voilà. Et par contre, alors je vais vous dire, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a à peu près une quinzaine d'années, une 15-20 d'années, c'est le théâtre. Parce que le théâtre, malheureusement, le théâtre, on n'a pas le droit à l'erreur. Ah non. On n'a pas le droit à l'erreur parce que le théâtre, c'est vite fermé si c'est mauvais. Eh bien, il y a encore, au théâtre, on trouve... On en trouve beaucoup. Pardon, je ne voulais pas en parler, mais vous me lancez dessus. Une des meilleures pièces de l'année dernière, c'est quand même celle que votre fils, dont votre fils a fait l'adaptation. Non, mais pardon, mais c'est pas moi qui le dis. Molière, c'est pas pour ça, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai été voir des pièces, des très bonnes pièces. Il y a des choses qui se jouent à Paris, vraiment très très bien. Il n'y a pas que des mauvais films, il y a aussi beaucoup de choses bien qui se jouent à Paris. Et quand cette fameuse deuxième carrière, donc il a eu 3 enfants avec votre maman Dominique, et juste après, il va décider, après un film qui s'appelle Enquête Alors, Malheur. Dominique, je vous arrête. Dominique, en fait, c'est son nom c'est son prénom de... Comment on appelle ça? De scène Non, de mannequin. Ah, et donc elle s'appelait? Alors, maman s'appelait Christiane Marie R.Y. D'accord. Marcel.
Très bien. Alors, Voilà. bêtement, Non, j'ai vu c'est dans les pas bêtement. biographies. Mais... Alors Dominique, c'était son nom de mannequin. Parce D'accord. que je crois qu'à l'époque, il y avait une Christiane et il y avait une Marie. D'accord. Et comme Ah oui, maman puis à l'époque, détestait ouais. Marcel, comme prénom, et c'est pour ça que des fois à la maison, quand il y avait quand ça gueulait un peu, papa l'appelait Marcel. Ah, bah. Oh, je doute que ça gueulait beaucoup quand même. Et Non, non, non. écoute. Bon, Mais ça durait pas longtemps parce que papa détestait ça. bizarrement, alors que les gens, parce que tout le monde lui demandait toujours de fabriquer cette espèce de colère. En fait, c'était quelqu'un. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui inventait quand même un certain Hein. personnage parfois on dit Gabin Bougonnet. Gabin, en fait, il disait lui-même qu'il avait pas un mauvais caractère, qu'il avait Non. du caractère. Oui, Seulement. exactement. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est vrai en plus. Ah non, 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 du tout, pas du tout. Non, 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 c'est pas vrai. Et quand je rigole, là, mais quand des fois, bah, comme dans tous les couples, hein, ça gueule, hein, vous, Ah oui. et comme moi, on est tous pareils à tout le monde. Bon, bah, papa et maman, des fois, ils s'engueulaient. Mais papa détestait ça, et au bout de... En fait, c'était toujours papa qui revenait. Au bout de... Oh, ça durait quoi? Je sais même pas si ça durait 1 heure. Oh, bah ça, voilà, ça m'étonne pas. Et il disait bon, allez. Bon, allez, c'est fini. Il n'aimait pas le conflit. Hein? Il n'aimait pas le conflit. Avec maman, non. Ah non, non. Même non. si ça restait tellement. Je Non. trouve ça tellement beau cette histoire. Mais en plus, d'autant plus qu'à partir du moment où il s'est mis à Commandement, il essaye de faire quand même un film qui est encore dans cette tradition d'avant-guerre du séducteur avec Brigitte Bardot, qui s'appelle En cas de malheur, un film qui, me semble-t-il, il a jamais voulu que vous le regardiez. Il disait regarde pas cette merde ou quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, Non, parce qu'il. En fait, tout le monde sait, il était donc marié avec maman et il l'embrassait, et puis c'était quand même un peu osé. C'était osé, c'est très osé, oui. Très C'est un osé. film Donc, très il voulait érotique dans l'image. Et juste après, du coup, il va s'installer dans un espèce de personnage, un personnage qui lui va tellement bien, le personnage du patriarche. À partir de juste après En cas de malheur, vont commencer justement donc tous ces rôles, le gentleman d'Epsom, le tatoué, tous ces rôles où il est le patriarche. Je voudrais que justement, une fois que son personnage s'est installé, moi j'aime beaucoup regarder les archives d'interviews de votre père parce qu'au-delà du fait qu'il y a toujours du sens, c'est quand même aussi très drôle. Il y a des fois. Regardez cette archive, c'était sur le tournage du Gentleman d'Epsom, un film, sa première rencontre avec, sa deuxième rencontre avec Louis de Funès d'ailleurs, après la traversée de Paris. On est au début des années 60, ils vont se rencontrer quelques années après sur le Tatoué. Et là donc, justement, on est dans une scène de champ de course qui devrait vous parler. Le rôle principal, dis-je, c'est Jean Gabin. De quoi s'agit-il dans Le Gentleman d'Epsom? Vous voulez dire le personnage? Le personnage. Eh bien, c'est un ancien officier de Saumur, d'excellente famille, qui a la passion des chevaux et qui a perdu beaucoup d'argent aux courses. Et ce personnage tuyote à la pelouse. Il ne va plus au posage et il tuyote à la pelouse. Et il vit un peu de ces histoires de tuyaux, Mi-vieille ganache, mi-vieille canaille. plutôt vieille canaille. Plutôt vieille canaille. Plutôt vieille canaille. Vous souriez, vous aimez interpréter ce personnage? Oui, c'est un personnage amusant. C'est un personnage amusant. On essaye de faire un film pour distraire le public. On n'essaye pas de faire un documentaire sur les chevaux de course. Mais enfin, ça se passe dans le milieu des courses. Et le personnage n'est intéressant justement que si tout ce qu'il fait se passe à la pelouse. Monsieur Gabin, vous avez, comme tous les turfistes, commencé votre apprentissage à la pelouse. C'était Oui. il y a pas mal de temps déjà. Eh bien, écoutez, je pense que ce doit être en 1909 que sur les épaules de mon père, j'ai vu gagner à Longchamp, Rond d'Orléans, à Monsieur de Saint-Alary, monté par Milton Henry. Casaque rayé jaune et marron. Toc idem. Donc idem, c'est idem. exact comme dit le programme. Et puis, vous avez toujours aimé le sport hippique? J'aime beaucoup les chevaux, oui, j'aime beaucoup les chevaux de course. Vous avez été propriétaire d'une écurie de galop. J'ai eu une très modeste écurie de galop, mais je n'ai pas été très chanceux d'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de chance avec mon écurie de galop. Et comme j'ai été m'établir en Normandie, dans le centre du trotteur, j'ai repris goût aux chevaux et il était normal que je fasse un élevage de trotteurs, jusqu'à présent modeste, mais enfin j'espère que plus tard, mes enfants pourront continuer l'élevage, car j'ai des filles qui adorent les chevaux. Quelles Surtout- sont vos couleurs, jaune? Pardon de vous interrompre. Eh bien, au trot, Au trop. jaune, toc mauve, ou si vous voulez, bouton d'or, toc lilas.
bouton d'or Totli, là. Oui. C'est comme ça que disaient les programmes naguère. Oui, je trouve que c'est très joli d'ailleurs. Jean Gabin, une question indiscrète. Est-ce que vous jouez aux courses? Jamais. Bon, bah j'ai choisi cet extrait. Vous le connaissiez, je suppose, cette archive. Waouh, ouais, mais il y a longtemps que je l'ai pas vu. Parce que c'est quand même assez improbable qu'ils disent ça maintenant que. Enfin, je trouve ça dingue. Oui. Dingue. Donc c'était en 60. 62, le Gentleman Debson. 7 ans, j'avais. Ah, 7 ans, bah oui. Vous êtes non, 55. Et alors moi j'aimerais qu'on évoque, moi, j'aime énormément cette archive, regardez le Gentleman Debson, c'est une des Enfin, il devait déjà avoir quelque chose dans la tête, oui. pour le dire. Ah oui, je pense, mais c'est génial de voir ça, c'est improbable. Bah oui. Oh bah il a tout fait pour, hein. Comment ça, il a tout fait pour? À la maison? Ouais. Ah, il a tout fait pour, hein. C'est-à-dire que c'était... Tout fait pour, il y avait les chevaux, Mhm. en plus il a mis des chevaux sous les couleurs avec maman, on a été élevés, on allait à la campagne, on allait aux courses, j'ai une photo d'ailleurs dans Gabin-Orchamps. Un livre que vous avez fait avec votre sœur en 2003, justement, qui parle, qui montre plein de photos du Gabin qu'on connaît moins. Et il y a une photo de moi à Vincennes, tous les deux, on est à une table. On allait aux courses le samedi et dimanche. Oui, parce que vous étiez sans faire de psychologie à deux balles, mais vous étiez extrêmement proche avec votre père. Je pense à cette archive. Alors je sais qu'à chaque fois que vous faites une émission de télé, soit on vous la remonte, soit on vous en reparle. Donc mais je vais quand même le faire. Je vais pas la montrer, mais je pense à cette archive quand vous revenez de la marine, du service militaire, et qu'il est avec votre mère et que vous tombez dans les bras en larmes, qui est une des rares fois où on voit peut-être celle-là et le moment où il réagit à la mort de Fernandel aussi, qu'on a montré à son petit-fils l'autre jour. C'est une des rares fois où on voit Gabin aussi ému. Et c'est là où on comprend à quel point ses enfants, pour lui, c'était toute sa vie. Bah oui. Ça faisait 6 mois que je l'avais pas vu. Ah, 6 mois, et puis... on était partis 6 mois. Vous étiez ému très ému aussi, enfin, si je me rappelle bien. Et maman. Oui. Ça fait un bout 6 mois de ne pas voir ses parents. Ah oui, ça, oui. Moi aussi, je comprends bien, oui. Et j'aimerais qu'on parle de quelque chose, puisque avec la ville de Mériel, il y a quelque chose qui s'est passé l'année dernière, que même moi j'ai raté, que j'invite vraiment tout le monde à regarder. C'est qu'il y a une restauration, et un collectionneur a retrouvé une pellicule d'un film de 1932, d'un des premiers films de Gabin. Même moi, je pensais que c'était le mariage Chapdelaine et tout, alors que c'est un film qui a été fait avant ou à peu près en même temps, qui s'appelle La Belle Marinière. Alors, juste avant qu'on parle de la restauration, pour que vous compreniez le travail de restauration monumentale dantesque qui a été fait là-dessus, qui est sorti en septembre de l'année dernière, que vous pouvez trouver en Blu-ray. Regardez cet extrait, dites-vous qu'on est en 1932, il y a presque un siècle. Regardez. Pardon, je dois le tuer? Oh, mais non, sortez, allez, je me débrouillerai. Tant pis. C'est Madeleine Renaud. Ouais. Avec qui ressemble à votre fils, je trouve. À Alexis. Non, c'est Alexis qui... Alexis lui ressemble, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Alors c'est marrant. Ouais, il y a des moments. Ouais. Comme ça. Parce qu'il ressemble beaucoup aussi à son oncle maternel. Alors... Il a la... Je lui dis à chaque fois, t'as des trucs de ton oncle, c'est incroyable. Ah ouais? Ah ouais. Moi, ne connaissant pas l'oncle, c'est vrai que quand je l'ai vu jouer à Mock au Lucernaire, je me suis dit, oh là là, les mimiques. Mais c'est vrai que, il a des temps en temps des trucs de papa comme ça. Ah ouais, c'est... talent notamment sur Amok qui m'a époustouflé. Enfin bon, bref. J'aimerais du coup que vous nous expliquiez. Alors comment est-ce que vous aviez entendu parler de ce film-là? Comment ça se passe quand quelqu'un vous dit il y a une restauration d'un film de votre père qu'on a retrouvé? Comment c'est arrivé ce projet? Déjà il l'a retrouvé, je sais plus où il l'avait retrouvé aux États-Unis. Mais alors ils ont pas en fait, il y a des morceaux qui manquent. Mais c'est formidable là, le boulot qu'ils ont fait de remettre ça restauré, quoi. La restaurer, c'est formidable. Puis il faut voir le boulot, puis l'image et tout. C'est incroyable. C'est fou, hein. C'est surtout quand on le voit en Blu-ray. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses que vous découvrez d'un point de vue, j'entends pas de vie privée, mais là ils sont en train de faire la même chose avec les mêmes personnes. Comment ça s'appelle ce film que j'adore aussi? Lobster, donc c'est Lobster Film. Baron de l'Écluse.
Le Baron de l'Écluse, alors un film qui est plus vieux, un film des années 5, fin 5... Enfin, moins vieux que La Belle Marinière. Ah oui, bah oui, autant pour moi, c'est dans l'autre sens que je voulais dire ça, mais Oui, le oui. Baron de l'Écluse, c'est un film de Le fin 50, Baron de début l'Écluse, 60, non c'est ça. Hein, c'est je crois. le moment où autour du tatoué. Puis là, on est à Deauville. Alors c'est pareil, ça me rappelle plein de souvenirs. Oui, parce que c'est ça qu'il faut raconter, c'est que vous passiez, Deauville, vous étiez tout le temps fourré. Oui, puis j'habite. Oui, maintenant en plus. Oui, maintenant. En plus. Et justement, je peux pas. On en a parlé l'autre jour. Quand j'ai fait une émission sur votre père, j'ai fait venir un restaurateur parce que je pouvais pas faire une émission hommage à Gabin sans parler de la bouffe et du coup, il y a une scène que on l'a montré mercredi, donc on va pas montrer celle-là, mais j'aimerais montrer une scène du tatoué. Avec De Funès, une scène qui montre peut-être un peu la différence de ces deux acteurs-là, puisque Gabin avait besoin, si je me trompe pas, les heures de déjeuner étaient très importantes, ça durait parfois 3 heures. Lui, De Funès pouvait rien manger avant le soir parce qu'il avait un nœud. Et je trouve que cette scène-là, elle est géniale parce que au-delà des personnages, on voit un peu quand même de la tendresse qu'avaient les deux acteurs l'un pour l'autre, même si c'était des personnalités très différentes. Le tatoué de Denis de la Patelière, 1968. Oui, je sais, vous avez risqué votre peau sur tous les champs de bataille, c'est d'accord. Elle n'est pas à vendre, bon, c'est d'accord. Vous méprisez l'argent, c'est toujours d'accord. Mais jusqu'à quelle hauteur? 50 millions, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Du jumeau aux haricots rouges. Du jumeau? Du jumeau. Vous ne connaissez pas ces biscottes salades, moi c'est Libar au Beaujolais. Oui, mais regardez, Eh ben regardez. Ça vous dit quelque Oui, chose? non, ça je pourrais jamais. Dites, pour en revenir à notre 50 millions. Mais vous vous rendez compte, 50 millions? Je n'ai pas besoin d'argent, je suis hors du circuit. Quel circuit? Le vôtre. Vous êtes fou, mon petit. Car vous êtes fou. Non. Pas Si. Mais non. Si, mais comme vous m'êtes très sympathique, croyez-moi, n'insistez pas. Allez trouver vos Américains et dites-leur que je ne suis pas vendeur. Enfin, vous vous rendez compte, 50 000, c'est vous qui êtes fou. Mais je ne vous permets pas, je ne suis pas fou, je suis riche et je tiens à le rester. Je dépense moins que je ne touche, c'est la seule formule. Ma retraite de légionnaire me paye le boire, le manger et le tabac. Et moi, monsieur, je passe l'hiver à Paris et dès la belle saison, je gagne ma campagne. Vous avez une campagne? Oui, jeune homme. Avec une maison dessus? Oui, jeune homme. Je parie que cette maison est en mauvais état. Oui, jeune homme. Alors écoutez, monsieur Legrain, si vous le désirez, cette maison, non, j'ai horreur de ça, oh là là, cette maison, ce sera un château. Un château. Votre campagne, moi, je vous la remets à neuf. J'ai horreur du neuf. Non, mais je veux dire que je vous la remets en état, la cuisine, les papiers, le plafond, les murs, le chauffage central, tout. 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 Bon, allez, et puis je vous fais un papier tout de suite. Voilà, vous allez voir, je sous-signais. Mézeray, vous allez voir. M'engage... Ah ben tiens. M'engage. Non, pas la présence. À restaurer de fond en comble. De fond en comble. Ah, c'était ça. Ah, il a dû fumer. Ah oui. Voilà. Non. Voilà. Et alors, en échange, vous me signez ce petit papier, c'est pour le tatouage. Non, Comment ça, non? je ne signerai que quand les travaux seront commencés. Oh, vous n'avez pas confiance en moi? Non. Non, parce que vous êtes fou. Ah non. Ah si. Si. Bon alors, on va voir la bicoque. Quand? Tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Alors, rassemblement. Voilà. Voilà, le tatoué, film de Denis de la Patelière. Je vous entends derrière, donc du coup, comment est-ce que du coup, c'est des films que, parce que vous étiez plus De Funès que Gabin quand vous étiez petit, c'est ça? Ah oui, oui, De oui, Funès, oui. c'est Steve McQueen, c'est ça? Ouais. Parce que- Oui. Et ça, c'est le genre de film que vous voyez YIZ au cinéma ou vous avez découvert après? Le tatoué, par exemple. Le tatoué, ben, il l'a fait en 69. Non, je l'ai découvert. Enfin bon, j'ai peut-être vu, mais ça m'avait pas. Mais après, ouais, bah. Et puis c'est un des préférés de ma compagne, de ma nouvelle femme. Voilà. Parce que voilà, ils ont fait trois films ensemble, là, le Gentleman Dayton, La Traversée de Paris et Le Tatoué. Et Le Tatoué, je conseille vraiment à tous les jeunes de le regarder. Vous pouvez le retrouver en restauré, il est très souvent diffusé. C'est un film. Pour moi, c'est vraiment un duo d'acteurs incroyable. Peut-être, on n'en a pas parlé assez, mais au même niveau peut-être que de Funès-Bourvil. Ce qu'ils arrivent à faire tous les deux dans ce film-là est vraiment très très drôle, aidé par des dialogues et par une mise en scène de Denis de la Patelière assez dingue. Ce qui Mais m'amène- dans le Gentleman, ils sont formidables. Ah hein, oui, tous les deux. dans le Gentleman aussi. Dans le Gentleman
Gentleman. Et à regarder en version, d'ailleurs, le Gentleman, je sais qu'il est proposé en version colorisée dans les DVD. Oh. Préférez la version noir et blanc. Ouais. Voilà, vraiment, la colorisée, on perd quelque chose, on perd une certaine âme. Les films qui ont été faits en noir et blanc, comme La Traversée de Paris, ça existe en colorisé, c'est une horreur. Alors, préférez tout à la fait version d'accord. en noir et Tout à fait blanc, vraiment pour le. C'est comme ça que les metteurs en scène le voulaient, et c'est comme ça que les réalisateurs l'ont joué. Ce qui m'amène à parler de la bouffe, je ne peux pas ne pas parler. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous avez un peu hérité de votre père sur la passion, sur la chose. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Il doit y avoir des jeunes qui. Mais maman aussi, hein. Maman... Ah oui? Ah bah maman mangeait. Et papa lui disait, mais tu mets ça où? Où tu mets tout ça? Oui, c'était très. Parce que maman était. Bon, et tu mets ça où? C'est pas possible. Alors, mais maman mangeait très très bien et faisait très bien la cuisine. Ah oui, ça, bah, Au contraire de surtout aussi papa amoureux. qui mangeait très bien, mais qui ne savait pas du tout faire la cuisine. Il savait rien faire? Non, un jour, si, un jour, enfin, si, non. Un jour, il a dit, mais si, je sais très bien cuisiner, et il s'est mis à faire des pommes de terre sautées. Bon, on passera. Ah oui, d'accord. Parce que, Très bien. C'était catastrophique. Et est-ce que la Mais légende... par contre, vous disiez tout à l'heure, au niveau de la bouffe et tout ça, mais quand il travaillait, c'est-à-dire pendant le tournage, de la journée, il mangeait pas. Ah, moi j'avais. Alors, donc, dans ce cas-là, vraiment, c'est la question que j'allais poser. C'est-à-dire que c'est donc une légende, le fait que dans son contrat, il y avait 3 heures de pause pour justement bouffer quand il était avec Audiard, Blier et tout ça. Lui, non. Non, le soir. Ah, le soir, pas dans la journée. Mais quand il tournait, alors je vais vous dire, c'était biscotte et thé. Ah ouais. Ouais. Ah, ça fait assez. Bah, comme De Funès, en fait, il se ressemblait là-dessus. Il pouvait pas manger en. Papa ne m'a jamais, j'ai vu le peu de fois, et puis de toute façon, nous on était on connaissait très bien son habilleuse, qui s'appelait Micheline. Oui, qui a été avec toute une grande partie de sa vie. Ah oui, de sa carrière. Et Micheline, elle savait très bien. Alors papa, il avait du thé, il aimait bien le thé de Chine. D'accord. Ah ouais. Ouais, il était thé de Chine, papa. Et biscotte. Mais oui. alors par contre après quand le soir ah oui, quand parce il que tournait le soir, pas le soir, bon, c'est ce qu'on a diffusé. Quand il mercredi. travaillait, moi j'ai jamais entendu papa ah non. Ça c'est marrant parce que le soir Non. il était capable de se faire 3-4 restos parfois avec Ventura qui lui sauvait la vie. Oui, enfin bon. Ça fait partie des légendes. Oui, enfin des grandes légendes. il y a eu une ou deux fois. Bon, c'est vrai. Mais à part, non, le soir, de toute façon, papa, je sais pas moi, vers 7h30, c'était fini. Il avait fini de travailler. Sauf quand il y avait enfin, quand il tournait de nuit, ça c'était différent. Mais sinon, vers 7h30, c'était fini. Il n'est pas trop tourné de nuit. Je crois qu'il aimait bien rentrer chez lui à heure fixe avec ses enfants, mettre ses le problème, pantoufles. c'était toujours la même chose. Il y avait l'apéro qui durait assez longtemps et après on bouffait. Ah, l'apéro durait quand même un petit moment. Ah bah l'apéro, c'était pas un quart d'heure, une demi-heure. Hein. C'était 1h30, 2 heures. Ah ouais, quand même, un vrai apéro, quoi. Ah oui. Et une question que je me pose... Donc, qu'est-ce que vous voulez Oui, quand, vous avez pris le... Ah oui, mais c'est normal. Mais même nous, quand on regarde les films, même moi, je me fais des... Enfin bon. Une question que je me pose, c'est par rapport à la place qu'il a maintenant dans le cinéma français, dans le patrimoine. C'est on se disait hors antenne tout à l'heure, c'est un témoignage d'une certaine histoire de France, d'une certaine histoire de Paris. Je parlais du Voici le temps des assassins, dont on va lancer bientôt un extrait. Voici le temps des assassins, qui est un véritable témoignage de ce qu'était le ventre de Paris-Léal, etc. Mais il y a aussi des films dans les années 70, je pense à La Horse notamment, je pense à l'affaire Dominici, qui sont aussi des testaments de ce qu'était le monde agricole à l'époque. Et ce que je trouve assez ironique, c'est que maintenant, quand on pense à un acteur qui a ô combien défendu le monde agricole et qui ô combien était paysan, c'est Jean Gabin, sauf que ce qu'il faut rappeler encore aux plus jeunes qui nous regardent, c'est que dans les années 70, ça a été un petit peu compliqué, justement. Il y a 62. C'est en 62. Ça a commencé. 62 parce que je parlais de la sécheresse de 70, moi. 16. 76. En 1962, alors je vais raconter, ce sera beaucoup plus... Oh non, je préfère pas trop raconter parce que je vais m'énerver. Oui, parce que bon, disons que c'est... Mais en tout cas, c'est une ironie. Vous savez, quand je raconte toujours la même chose, vous savez, quand vous voyez votre père s'effondrer en pleurs, voilà, c'est que ça marque. Voilà, c'est donc il avait l'impression qu'il n'était pas accepté, mais ça a été terrible. De toute façon, c'est ce que je dis, c'est une blessure qui s'est jamais refermée. Et ces gens-là n'ont jamais compris.
Alors, c'est des... Donc, voilà. Mais l'histoire s'est vengée, puisque maintenant, si on veut regarder un acteur, des films d'un acteur qui vraiment représente le monde agricole qui en est témoin, c'est Gabin quand on pense à un acteur maintenant. Donc l'histoire s'est vengée de toute façon. Oui. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse dire, la plus belle morale à la fin. Je vous remercie. Non, mais c'est vrai. De le dire. C'est vrai. J'aimerais qu'on regarde la bande-annonce, pareil, d'un film restauré. Ça fait partie des choix que j'ai pas pu montrer mercredi. On n'avait pas assez de temps. Et je suis vraiment content parce que quand on en a parlé en hors antenne, vous disiez que vous adoriez ce film-là. C'est Voici le temps des assassins. C'est un film qui a été fait dans les années 50, en 1954, par Julien Duvivier. Julien Duvivier, qui est un metteur en scène avec qui Gabin a beaucoup travaillé, autant que Carnet d'ailleurs. Et ce film-là, c'est à voir avec la regrettée Danielle Delorme d'ailleurs, parce que c'est un témoignage vivant de ce qu'était le ventre de Paris et de ce qu'était ce Paris qu'on aime, ce Paris de Gueule d'Amour de 1936, ce Paris où on aime bien manger, ce Paris où on aime bien parler, ce Paris où on aime bien aller au marché le matin, une espèce d'air de Paris qu'on a un peu perdu. Je ne veux pas être trop réac, mais un petit peu, j'aurais bien aimé connaître ça. Regardez l'extrait et je vous invite vraiment à regarder ce film. T'as encore failli tout à l'heure, toi, hein? La faute au journal, patron. Il parle de vous. Un grand chef. Qu'est-ce que vous allez nous faire de bon? Vous me faites confiance, comme d'habitude? Ah, ici, je ne commande jamais, je préfère la surprise. Patron, il y a une demoiselle là qui vous demande. C'est... Je sais pas, elle m'a pas dit son nom. Je voudrais vous parler de Madame Châtelain, votre femme. Ah, mon ancienne! Vous êtes la fille de Gabriel? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a enterré il y a 6 jours. Vous lui ressemblez pas, et pourtant, quand je vous regarde, c'est elle que je vois. Même bouche, les mêmes yeux. Gérard Delacroix, mon meilleur copain. Et on pourrait combiner quelque chose, sortir ensemble. Pourquoi pas? Alors, comment la trouves-tu? Je me sens pas à mon aise, elle me glace. Moi, je n'aime pas les jeunes gens. Ils sont égoïstes et ingrats. C'est pour lui que tu dis ça? Non, pour lui comme les autres. Oh. Il ne m'intéresse pas. Je suis heureuse. Si seulement sa mère avait été comme elle, tiens. Une belle garce, c'est qui t'en a fait voir. Comment est assez? Comme sa fille. Il a de l'argent alors. Ça m'en a l'air. Faut que tu l'épouses, il n'y a plus d'autre solution. Nous, la mari et la femme, mais c'est à peine si on se connaît. J'ai été forcée de l'épouser. Je vous crois pas. Il est odieux avec moi. Je croyais bien le connaître pourtant. Selon lui, tu m'as forcé à t'épouser. Qu'est-ce que t'as encore dit, petit salaud, hein? Tu m'aimes. Tu le sais bien. Tant qu'il sera vivant, il me poursuivra. Si je le quitte, il me tuera. Faut pas oublier dans ce film qui était une vraie vedette à l'époque, c'était Gérard Blin, Oui, mais oui. qui était un jeune acteur. Mais oui, qui est un jeune premier. Et bien jeune sûr. premier, et il y avait à l'époque, il y avait Gérard Blin, je crois, il y avait Daniel Gélin. Dans le film. Non, mais film, dans parce qu'ils ont de jamais cette joué ensemble époque-là. avec Daniel Gélin. Je crois, si. Papa et Daniel Gélin. Il me semble pas. En tout cas, ça me pop Non. pas à la tête tout de suite. Non. Ah non. Enfin, il y a- vous connaissez l'histoire entre pour toucher pas au Grisby. Ah, pour toucher pas au Grisby, c'est Daniel Gélin qui a été voir le metteur en scène en disant c'est Gabin qu'il te faut pour ce film-là, c'est ça? Ils lui ont proposé à lui, il a dit non. Et vous avez rien compris, c'est Gabin qu'il faut dans ce rôle-là. Et en fait, c'est grâce à Gélin que papa a redémarré. Oui, mais alors ça, j'entends toujours dire ça, redémarrer, mais c'est quand même avant Touchez pas au Grisby, il y a des films incroyables. Il y a L'Air de Paris, dont on parle jamais avec Arletty, qui est incroyable, L'Air de Paris quand même. Ouais. Nuit et mon royaume, dans lequel il joue une composition incroyable de quelqu'un qui est aveugle, ça ne Nuit et mon s'était pas royaume, fait à bien sûr, l'époque. bien sûr. Donc, quand j'entends redémarrer et tout, c'est un peu. C'est vrai quand même. Parce que c'est là, à ce moment-là que le drapeau noir flottait plus au-dessus de la marmite. Le drapeau noir flottait sur la marmite. Vraiment, même avant. De 49 à 50, donc c'est 53. Ouais. Oui, bon, il a eu peur. Enfin, ça a été pas facile. Hein. Enfin, moi, j'ai pas connu, mais j'en ai entendu parler. Puis maman en parlait. Donc pour lui, vraiment, c'est le Grisby de Becker. C'est le Grisby qui a tout redémarré. Hein. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on voit après le Grisby. Ça n'a pas eu arrêté. Ça n'a pas arrêté. Mais c'est là où il a toujours eu peur, et c'est pour ça qu'il voulait nous protéger et acheter de la terre. Et il a commencé à acheter de la terre, et c'est parti. Hein.
Et alors justement, si je vous ai invité, c'est parce que j'aimerais qu'on parle quand même de ce musée de Myriel, un musée qui rouvre d'ici un mois. C'est un musée qui n'est pas ouvert tout le temps, mais c'est ce que je vous disais hors antenne, c'est un espèce de petit voyage cinéphile quand on va à ce musée-là. Moi, quand j'avais 21 ans, que j'étais cinéphile, j'ai pris le petit train à Gare du Nord, je crois, et puis on arrive à Myriel, et puis là on arrive sur les terres d'un de ses acteurs préférés, on arrive dans le témoignage d'une France qu'on connaît pas forcément, et on... Enfin voilà, c'est un espèce de petit pèlerinage. Alors je sais que quand on est, ça doit être bizarre d'entendre ça, mais c'est un petit peu ça. Et je conseille vraiment tous les gens qui aiment Gabin à y aller parce que c'est une ville dans laquelle il a grandi. Il est né à Paris, mais il a grandi là-bas très rapidement. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il a 18, entre 18 et 20 ans. Donc c'est tout à fait normal que le musée soit là-bas. C'est un petit musée. Important, ça a été un moment important de sa vie. Et comment ça s'est passé le musée? Votre maman était encore là à ce moment-là, donc c'est elle qui a qui a chapeauté tout ça. En fait, c'est la mairie de Myriel, puisque c'est un musée municipal. C'est la mairie de Myriel qui est venue proposer à maman, qui a eu, étant donné que... Alors ça, c'était encore un des trucs de papa, parce que il fallait toujours qu'il achète et qu'il revende tout le temps. Mais bon, c'était papa. Et malheureusement, il avait vendu la maison, il n'avait pas besoin de la vendre. Mais bon, alors pourquoi? Vous savez, les questions, après, il y a toujours des points d'interrogation avec papa. Et donc, il avait vendu la maison quand sa sœur est décédée. Donc, malheureusement, on n'a pas pu faire ça dans la maison, de là où il a été élevé. Et donc, la municipalité a fait un musée, est venue proposer. Et puis, voilà, maman, étant donné que juste avant le livre d'André Brunelin est sorti, ce qui a à lire absolument, le livre, un gros pavé, mais à lire absolument. Ah ouais, c'est la vraie, c'est la Bible de papa. Parce qu'André Brunelin a été son attaché de presse et l'a connu de 52 ou 53, un truc comme ça, jusqu'à son décès. Il a réussi à faire parler votre père, ce que vous me disiez en antenne. Oui. Oui. Et il a biaisé, il a réussi. Alors, donc voilà, et ce musée, Et alors, ce qui est fou, c'est que, en fait, on n'imaginait pas... en fait, on avait beaucoup de choses. Ce qui est fou, c'est que papa ne gardait... On pensait que... mais c'est peut-être grâce à maman, tout ça, parce que on parle avec, par exemple... moi, je suis très copain avec Laurent Ventura, et puis Olivier de Funès. En fait, on a cette chance qu'on avait beaucoup de choses de papa, beaucoup de choses que eux n'ont pas. Il me dit, à chaque fois, il me dit, mais c'est fou, vous en avez tout le temps, il y en a encore qui arrivent. Je dis oui, mais j'ai même, moi, du mal à me défaire de certaines choses de la vie, de notre vie avec de papa, quoi. Comment on fait la différence, justement, entre ce qui doit rester du domaine privé et ce qu'on peut partager avec le public? Vous savez, à un certain moment, on se dit, autant faire profiter aux gens, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça va faire 43 ans que papa est parti. Et le nombre de personnes encore qui ont connu, enfin là, pas connu papa, mais qui ont connu cette époque-là. Et puis les nouvelles générations ont envie de connaître et parlent toujours de Gabin. Moi, preuve en est, vous êtes le premier mais moi, ça me bluffe. Moi, ça me bluffe. Moi, ça me redonne espoir plutôt. Au final, moi, je suis bien content. Quand j'ai vu la réaction des jeunes sur l'émission qu'on a fait mercredi, j'étais bien content. Formidable, je trouve ça extraordinaire parce que nous, personnellement, que ça soit ma sœur ou mes sœurs et proches, enfin quelques personnes mes amis qui ont connu Baba, qu'il y a encore des gens qui veulent apprendre, qui veulent connaître et qui veulent. Et donc, à un certain moment, il y a certaines choses, on se dit, autant que ça soit au musée, quoi. Parce que c'est bien, et donc, voilà. Et le musée, ça marche pas trop mal. Alors, à partir du mois de mars, là, ça rouvre mi-mars. Ça rouvre, début mars.
Alors malheureusement, c'est ouvert que le samedi et le dimanche. Vendredi après-midi aussi. Oui, mais pour les groupes. Ah bah très bien. Pour les groupes. Et samedi et dimanche. Et étant donné que c'est pas énorme, donc pour les normes de sécurité, c'est tant de personnes par heure ou par heure et demie. Mais je veux dire, il y a un paquet de choses. Ah oui. C'est vraiment à voir. Et puis on achète toujours quand quelque chose se présente. Il y a toujours plein de choses. Et là, on est en train de préparer, en fait, aussi, on est en train de préparer avec les membres de l'association du musée et puis une personne qui est très proche de nous aussi, qui s'appelle Patrick Glatt, qui fait partie du conseil général du Val d'Oise, qui est un fou de cinéma, qui est un cinéphile et qui est un fan de papa, qui est jeune, qui est un type qui est très jeune. Et on est en train de mettre au point une exposition temporaire. Une exposition comment on appelle, itinérante. D'accord. C'est-à-dire que les villes vont pouvoir ça c'est avoir bien pour les gens de ça, c'est cool pour les gens de province. Et on fait ça un peu sur on est en train de préparer ça un peu sur la même trempe que Gabin-Orchamps. C'est-à-dire on va mélanger un peu c'est cool. Et ça serait pour quand? Pour 2019, 2020? Alors on sera prêt. On est en train de voir parce qu'en fait on va travailler en comment on dit, en partenariat, en coopération avec les éditions Michel Lafon. D'accord. Donc voilà, il y aura d'un côté chouette. Il y aura l'exposition et d'un côté un livre. C'est génial. Donc là on est en quoi? On est en ça parle. Là ça parle. Mais il faut qu'on soit prêt cool. Mais à mon avis ça va être juste pour fin d'année. Ouais. Ou alors pour 2020. D'accord. Voilà. Alors là je pense que ça va ravir les cinéphiles. Alors voilà. Et on voudrait faire le comment on appelle ça là, comment on dit le vernissage, l'inauguration. Le vernissage, voilà, merci, je cherchais une fois, paume les mots. Le vernissage à Paris, on voudrait le faire à Paris quand même. Parce que oui, c'est parce que quand même, bon, d'abord c'est le départ de tout, de beaucoup de choses, oui, de tout. Alors voilà, mais bon, ça après on va voir avec la mairie de Paris et quel maire, mais je pense que il va y avoir de soucis à mon avis. Oui, je pense quand même. Et donc voilà. Et est-ce qu'à Mériel, puisque du coup c'est de l'après-midi de 14h à 17h, est-ce qu'avant, parce que j'allais dire, faites-vous un bon gueuleton là-bas, est-ce que vous avez une adresse? Est-ce qu'à Mériel on peut se faire un bon gueuleton parce que ce serait quand même sacrément rentable de votre père de faire un bon gueuleton avant. C'est possible ou pas? Alors à Mériel, malheureusement non. Alors on est en train de voir ça avec la mairie, parce que c'est ce que je dis toujours. Je dis, il n'y a pas un bon resto à Mériel. Enfin, un bon resto, je veux dire, il y a des restos, mais un restaurant traditionnel, bonne bouffe française, comme nous, la famille, on aimait. Ah bah ouais, ce serait quand même... Et on est en train de voir ça avec la mairie pour faire venir quelqu'un ou un couple qui ouvre un restaurant. Ah, ce serait chouette. Et ça, bah oui, parce que en fait, il y a tout un petit tour à faire sur les pas de papa. Hein, mais il manque ce restaurant. Alors, il faut aller à l'Isle-Adam. Alors là, pour l'instant, tant que c'est pas fait, on peut aller où? À l'Isle-Adam. D'accord. On fait 4 km et on va à l'Isle-Adam. Et là, il y a plein de bons restaurants. Donc, alors si on a le droit de faire de la... Oui, mais moi, j'aime bien, je vais toujours à l'Écluse. D'accord. Voilà, et on mange très très bien. J'irai là à la réouverture en mars, moi, c'est longtemps que je vais au musée. Les propriétaires sont très sympas, ça fait hôtel-restaurant, c'est très sympa. Et ma dernière question, Mathias Moncorgé, si vous aviez, encore une fois, les gens qui nous écoutent et qui nous regardaient plutôt, vous avez entre 15 et 24 ans, je sais qu'il y a pas mal de cinéphiles, il y en a peut-être qui découvraient depuis mercredi Jean Gabin, s'il y avait 3 films à regarder qui pour vous symbolisent l'acteur qu'il était. Ah, de papa. Oui. Alors, quel acteur? Le premier, moi je mettrais Le Jour se lève. D'accord, juste avant la guerre, donc de Marcel Carnet et Carletti. Alors, Le Jour se lève. Alors, je vais en mettre 4. Allez-y. Je peux? Mais oui. Alors, je vais en mettre 4. Je vais mettre Le Jour se lève et La Grande Illusion avant-guerre. Et après-guerre, un film que tout le monde connaît, bien sûr, mais je trouve qu'on l'oublie un peu. Enfin, qu'on l'oublie. Parce que c'est
c'est une histoire extraordinaire, c'est une histoire formidable. C'est un singe en hiver. Ah, oh là là. Mais vous êtes allé en pèlerinage en pèlerinage, vous avez été invité au cabaret normand là, il y a souvent des... Je suis à côté. Hein. Oui, bah oui, évidemment. Oui, parce que... Tigreville. Oui, effectivement, oui, autant pour moi. Non, mais c'est à côté. Mais un singe en hiver. Un singe en hiver, c'est incroyable. Parce que l'histoire est formidable. Ah oui. Il faut... Les textes. Comme dit, d'ailleurs, dans un interview, il y a un truc sur un singe en hiver et papa qui explique que tous les gens pensaient que c'était un truc de Poivreau, mais pas du tout. Pas du tout. C'est une histoire extraordinaire. C'est une des plus belles histoires d'amitié du cinéma français. Bien sûr. Ouais, complètement. Et c'est pas Poivreau, c'est l'ivresse, c'est différent. Et il le dit à un moment donné, il dit c'est pas boire ce que je recherche, c'est quand tu comprendras que c'est l'ivresse et que c'est pas boire ce que je cherche. Bah oui. C'est l'ivresse qui me manque. Mais c'est formidable comme film. Et si un jour je vous raconterai l'histoire d'un singe en hiver. Bah, vous êtes le bienvenu ici quand vous voulez. Hein. La porte vous est ouverte quand vous voulez. Je crois que le cinéma, je sais pas si le cinéma actuel ça pourrait se faire comme ça, parce qu'en fait ça s'est fait en une après-midi, le singe en hiver. Alors, non mais je suis quand même curieux, on peut vous raconter quand même un peu. Ah mais non, parce que c'est... Bon bah alors vous me promettez que vous reviendrez. Ouais. C'est une promesse. Et alors après l'autre, l'autre par contre, si vous allez le voir, ou vous le voir, surtout n'ayez pas le moral à zéro, parce que c'est le chat. C'est formidable. Adapté de Simenon, avec Simone Signoret, un film de 1971. Granier de fer. De Granier de fer. Et Pascal Jardin. Au texte, un film. C'est assez marrant ce film parce que c'est quand même Simone Signoret. Alors en fait, là vous avez les deux premiers, c'est Janson Prévert. Et les deux autres, c'est Audiard Jardin. C'est vrai. Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir. Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir. Oh, fous-moi la paix. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. T'as été parfaite. Et moi, j'ai été un dégueulasse comme tous les hommes. J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. L'homme suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus. Et moi, si. Oh, je t'en prie, sois pas grotesque, pour à notre âge. Maintenant, le temps nous a séparés, et dis-toi bien qu'il nous séparera pour de bon un jour ou l'autre. Alors, je préfère tout de suite. Eh ben, t'as qu'à te suicider. Non, mais tiens, il y a autre chose. Ça fera un chouette fait divers. L'acrobate tue son mari parce qu'il a trompé avec le chat. Allez, hop. Tiens. Eh ben, tire donc, qu'est-ce que t'attends? Voilà, je vous conseille donc Le Chat. C'est vrai que Le Chat, il faut être quand même. Ne regardez pas ça si vous n'avez pas le moral, mais néanmoins. Ou si votre encore un testament vous de a Paris. quitté. Oui. Ou... Mais encore une fois, c'est. D'ailleurs, il me semble que votre père, au moment où il a vu le film en projection, puisque comme je le disais tout à l'heure, il voulait plus faire de film d'amour depuis En cas de malheur, et il a dit à Granier de Fer, tu m'as eu parce que là, tu m'as fait faire une super histoire d'amour. Il me semble que Granier de Fer a raconté ça. C'est possible. Parce que quand il a vu le film, c'est une histoire d'amour ce film-là. Bien sûr, c'est une histoire. Bien sûr. Et c'est vraiment un. De toute façon, c'est touchant ce film. C'est extrêmement touchant. C'est encore une fois un témoignage, c'est les quartiers de la Défense, qui est comment il a été fait en enlevant tous les pavillons de Courbevoie à l'époque. Et c'est un témoignage justement de ça, du début sous. Alors tout le monde dit que l'image de, les cinéphiles, les gens qui adoraient Papa puis qui sont proches disent toujours que en fait Papa est parti avec le chat, parce que c'est tout changé. Mais comment ça? Tout s'écroule. Ah oui. Autour de lui. Oui. Dans le chat. Mais moi je ne crois pas, parce que je reste persuadé que Papa aurait continué dans le cinéma. Le cinéma. Quand on dit, mais oui, mais il a connu le cinéma. Mais non, mais de toute façon, Papa, il pouvait continuer. Parce que je pense que là, maintenant, actuellement, à partir du moment où on a amené une bonne histoire de maintenant, il aurait... Ce qu'il disait, il fallait une bonne histoire. Bien sûr, mais il aurait, même avec les nouveaux metteurs en scène, il était acteur. Donc, je pense pas tout s'effondre, les acteurs. Les acteurs, ils savent se remettre en question et aller avec leur temps.
Et dans le Je chat pense, d'ailleurs, je pense. mais vous avez complètement raison. Dans le chat, ses yeux bleus sont d'une beauté. Je pense à cette fameuse scène quand il regarde justement le chat sauter, qui est en gros plan, où Garnier de Fer disait ce qui est incroyable avec Gabin, c'est que quand on a tourné ça, je me suis dit bon, je sais pas trop ce qu'il fait. Et quand il a vu au montage qu'il a ralenti, il s'est dit voilà, là c'est un acteur avec tout son charisme, parce qu'en mettant en ralenti, voilà, le chat c'est. Je pense que c'est justement. Alors c'est pas sur le chat qu'on va terminer cette émission, parce qu'il y a quand même plus gai. Ce que je vais faire, c'est que on va un singe en hiver. Un singe en hiver, tout à fait. On va aller à bord du Yann Sekian tout de suite, justement, avec Henri Verneuil et Jean-Paul Belmondo. Merci beaucoup, Mathias Moncorgé, de m'avoir accordé un peu de temps à moi au cinéphile. Et puis vous êtes le bienvenu quand vous voulez. C'est gentil de penser toujours à papa. Je suis très ému. C'est gentil de venir nous parler de votre père qui a ouvert les vocations à plein de gens et vraiment, ne croyez surtout pas que ça reste l'acteur préféré de tout un tas de monde, moi et des milliers de personnes compris. Merci Mathias Moncorgé, et tout de suite le Yang Tse-Kiang, un singe en hiver. Tout de même, quand je pense, du Calva, avoue que c'est une trouvaille. C'est simple, t'aurais voulu le faire boire, tu t'y serais pas pris autrement. Si. J'aurais bu avec lui. Albert, tu parlais pas sérieusement. Tu crois pas que tu ferais mieux de te coucher? Réponds-moi d'abord. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends? J'en redemande. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien, c'est les idées d'un autre monde. Et puis ne parlons plus de ça, va. Parce que tu sais, si ça te manquait vraiment, si t'y pensais trop, tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un demi-verre. Un demi-verre. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse.